Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation pour maîtriser DAS destinée aux créateurs de rapports. Dans la première vidéo, nous avons posé le décor en soulignant l'importance d'un modèle sémantique solide comme fondation. Aujourd'hui, place à la pratique. On va découvrir la meilleure façon d'organiser nos données avec le chemin en étoile et ensuite, nous allons lever le capot pour comprendre comment Power BI interroge ce modèle. Une étape essentielle pour écrire du code DAS efficace plus tard. Alors sans tergiverser, nous entamons la formation. L'une des questions qu'on se pose, surtout quand on débute, une question que je trouve pertinente d'ailleurs, est de savoir pourquoi ne pas tout mettre dans une seule grande table. Est-ce bien de le faire? Eh bien non, c'est une fausse bonne idée. Imaginez un fichier Excel géant, comme ce dernier à titre d'exemple, où chaque ligne représente une vente. Sur chaque ligne, tu répètes les mêmes informations, notamment le nom du client, la catégorie du produit, etc. Résultat, on se retrouve avec un fichier lourd, long à charger, confus à analyser et un cauchemar à maintenir. Ce type de table qu'on appelle la table d'effet n'est pas fait pour contenir toutes les dimensions. En les mélangeant, tu perds en clarté et en performance. Power BI, comme tout bon outil de business intelligent, fonctionne mieux avec un modèle en étoile. Alors pourquoi étoile? Parce que ça ressemble à ça. Au centre, nous avons une ou plusieurs tables de faits et autour, les tables de dimensions. Ce modèle est plus rapide, plus lisible et surtout optimisé pour DAS. Les tables de faits enregistrent ce qui se passe, notamment une vente, un mouvement de stock, une transaction, un appel et bien d'autres. Elles contiennent les chiffres qu'on va vouloir analyser. Ça peut être les montants, les quantités ou autres. Ce sont généralement des tables très longues qui grandissent tous les jours. Autour de la table des faits, on trouve les tables de dimension. Ce sont elles qui donnent du sens à nos données chiffrées. Elles répondent aux questions essentielles, notamment qui a acheté, quel produit, où, quand, etc. En d'autres termes, elles décrivent le contexte des faits. Les clients, les produits, les magasins, les données, etc. Ces tables contiennent des informations qualitatives, ce qu'on appelle généralement des étiquettes, que l'on utilise pour filtrer, regrouper ou segmenter les données dans nos rapports. Chaque table de dimension possède une colonne clé, souvent un identifiant qui permet de relier cette table à la table des faits. C'est cette structure qui rend le modèle plus lisible, plus performant et surtout plus puissant pour l'analyse avec Power BI et DAS. Mais alors, comment tout cela fonctionne-t-il concrètement? C'est grâce aux relations entre les tables qui jouent le rôle de pont entre les données. Dans ce chemin en étoile typique, les relations sont généralement de type 1 à plusieurs. Par exemple, un produit dans la table dimension produit peut être lié à plusieurs ventes dans la table des faits. Ce lien est fondamental car il permet à Power BI de propager les filtres vers les tables. Par conséquent, lorsque vous filtrez un produit, Power BI sait exactement quelles lignes de vente sont concernées grâce à cette relation. Ce mécanisme est à la fois intuitif pour l'utilisateur et puissant pour l'analyse. Il garantit vos visuels, vos calculs DAS et vos interactions restent cohérents et performants. Assez de théorie, allons voir à quoi ça ressemble en vrai. J'ai ouvert ici le fichier AdventureBox, un exemple classique fourni par Microsoft. On va directement dans la vue modèle ici à gauche. Vous la voyez, notre étoile. Regardez bien, au centre, on a cette grande table Sales, qui est la table des ventes. C'est notre table de faits. Elle contient les montants, les quantités et surtout les clés comme Customer Key, Product Key, Order Date Key. Et tout autour, on a nos tables de dimensions. Customer, Product, Date, Reseller, etc. Regardez la table Product. Elle a Product Key, qui est la clé unique, et plein d'informations descriptives, à savoir le nom, la couleur, la catégorie et bien d'autres.
Et le plus important, ce sont ces traits entre les tables. Ce sont nos relations. Si je survole celle entre Prodate et Sales, vous voyez le 1 côté Prodate et l'astérisque côté Sales. C'est notre relation 1 à plusieurs. Et regardez la flèche. Elle indique le sens du filtre de la dimension vers le fait. C'est exactement ce que nous venons de décrire. Maintenant que nous avons vu ce beau modèle, comment Power BI s'en sert pour afficher nos graphes? Chaque fois que vous ajoutez un visuel ou que vous interagissez avec un rapport, Power BI envoie une requête analytique au modèle. Et devinez quoi? Ces requêtes sont écrites en DAS. Pour l'instant, Power BI le fait pour nous, mais bientôt c'est nous qui prendrons le contrôle. Une requête analytique se déroule presque toujours en 3 phases. D'abord, filtrer. Power BI sélectionne uniquement les lignes qui nous intéressent en se basant sur les filtres que vous avez appliqués, avec des slicers, d'autres graphiques ou dans le volet filtre. C'est comme passer les données dans un entonnoir. Ensuite, grouper. Power BI prend les données filtrées et les organise en paquets, en fonction de ce que vous avez mis sur vos as ou légendes. Par exemple, il va regrouper toutes les ventes de janvier ensemble, celles de février ensemble, etc. Et enfin, résumé. Pour chaque groupe créé, Power BI effectue un calcul, une somme, une moyenne, un comptage, etc. C'est là qu'on obtient les chiffres affichés sur nos visuels. Et c'est précisément pour cette phase que l'on va créer nos propres mesures d'as pour des calculs bien plus sophistiqués. Passons donc à la pratique. On va créer un graphique simple pour illustrer les 3 phases clés d'une requête analytique dans Power BI. Je commence par insérer un graphique à colonnes empilées sur la page. Ensuite, dans le volet filtre, sous cette page, je sélectionne le champ fiscalier depuis la table Date et je choisis fiscalier 2020. On peut remarquer ici que Power BI ne prend en compte que les données de l'année fiscale 2020. Je glisse maintenant le champ Month de la table Date sur l'axe X du graphique. Nous remarquons ici que Power BI regroupe automatiquement les données par mois, créant ainsi des bacs pour chaque période. Enfin, je prends le champ Sales Amount de la table Sales et je le glisse sur l'axe des Y. Et voilà, Power BI calcule la somme des ventes pour chaque mois et l'affiche dans le graphique. En résumé, on peut dire qu'en quelques clics, on a mis en œuvre une requête analytique complète, filtrée, groupée, résumée. Power BI s'appuie sur notre modèle en étoile et les relations entre les tables pour produire ce résultat efficacement. Aujourd'hui, on a franchi une étape importante. On a compris pourquoi le schéma en étoile, avec ses tables de faits et tables de dimensions, est la structure idéale pour construire des modèles efficaces dans Power BI. Nous l'avons vu concrètement à travers l'exemple d'AdventureWorks et nous avons démystifié la manière dont Power BI interroge ce modèle en 3 temps. En l'occurrence, filtrer, grouper, résumer. Vous avez désormais les bases structurelles et logiques et vous êtes prêt à parler le langage de Power BI. Dans la prochaine vidéo, on passe à la vitesse supérieure. On va découvrir pourquoi DAS est indispensable en comparant les mesures implicites, celles que Power BI crée automatiquement, aux mesures explicites, celles que nous allons écrire nous-mêmes. Nous allons coder nos premières mesures DAS simples mais puissantes. C'est là que l'aventure commence. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les coulisses de Power BI, pensez à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Des questions sur le chemin en étoile ou sur les requêtes, laissez-les en commentaire, je me ferai le plaisir d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.